Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations. Très heureuse de vous retrouver pour le 4e et dernier épisode de l'histoire de la retraite en France. Nous sommes remontés aux origines de la retraite au 19e siècle, la première loi de 1910, la naissance du système de retraite par répartition en 1945, la retraite à 60 ans en 1982. C'est au temps des réformes que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Toujours à mes côtés, Bruno Valatte, historien agrégé, maître de conférences d'histoire contemporaine à l'Institut national universitaire Champollion à Albi et secrétaire de la rédaction de la Revue d'histoire de la protection sociale, une revue d'histoire disponible sur le portail des sciences sociales Cairn, et Philippe Soubirous, le président de Préfonds. Bruno Valatte, reprenons le fil au début des années 90, à une époque où l'histoire des retraites entre dans une nouvelle phase, celle des réformes. Quels étaient les principaux défis auxquels faisait face le système des retraites ? Alors je dirais un double défi, économique et démographique. Avec la montée du chômage de masse dans les années 70 et 80, avec le ralentissement de la croissance aussi, les cotisations n'évoluent plus de manière aussi dynamique que par le passé. Mais surtout, on commence à se préoccuper des effets annoncés du vieillissement. Pierre Laroque, avec d'autres, le Pierre Laroque, donc père de la sécurité sociale, alertait dès 1982, au moment de l'adoption de la retraite à 60 ans, sur les conséquences possibles de l'allongement de la durée de la vie, combinées à une baisse possible de la fécondité. Cette inquiétude n'est pas partagée par le grand public. Il y a un paradoxe. Au moment où on fête la retraite à 60 ans, un nombre croissant d'experts commencent à s'inquiéter de l'évolution démographique du pays et des conséquences. Alors, évolution démographique en soi est une bonne chose, puisque l'allongement de la durée de vie est une bonne chose, mais qui fait peser des menaces à terme sur les régimes de retraite. C'est dans ce contexte qu'est publié en 1991 le fameux livre blanc de Michel Rocard qui propose d'allonger la durée de cotisation pour préserver le système par répartition et qui va donner naissance à la réforme Balladur de 1993. En quoi cette réforme de 1993 constitue-t-elle un tournant ? Elle constitue un tournant parce que c'est la première réforme mise en œuvre pour essayer d'adapter notre système de retraite à une trajectoire qui, sans effort d'adaptation, risquait de le mener dans une impasse. À cet égard, le livre blanc de 1991 donc, a marqué une inflexion très nette. C'est à partir de cette date donc, que le maître mot en matière de retraite va être l'adaptation. Donc, le temps n'est plus aux conquêtes, en quelque sorte, sauf à la marge, mais plutôt à la préservation du système, en jouant sur les leviers disponibles, c'est-à-dire l'alourdissement des cotisations, l'allongement de la durée de cotisation, éventuellement, mais on verra que c'est le plus difficile, le recul de l'âge de départ. Parce qu'il y a un consensus pour écarter l'hypothèse d'une baisse des pensions. Et donc, pour l'éviter, il faut agir en durcissant les règles. La réforme de 1993 ouvre la voie à bien d'autres qui s'accompagnent presque toutes de mouvements sociaux. On se souvient notamment de la mobilisation de 1995. Pendant un mois, la France est complètement bloquée. Dans de nombreuses métropoles, cheminots, étudiants, lycéens, électriciens et gaziers, employés de France Télécom et chômeurs ont uni leurs voix pour exprimer leur mécontentement et faire entendre leurs revendications multiples. Comme les séismes, les embouteillages ont leur réplique. Ce matin, avec plus de 500 km de bouchons, la région parisienne avait battu un record. Alors, ce soir, même si les retours sont plus étalés, c'est d'abord au centre de Paris et sur les périphériques que la situation est la plus critique. Les automobilistes ne respectent plus ni feu rouge ni priorité. Voies sur berge bloquées, accès aux ports saturés. La France paralysée pendant plus de 3 semaines, des millions de personnes dans les rues. Les leaders syndicaux de l'époque gardent bien sûr cette période en mémoire. Je vous propose d'écouter Nicole Notat. Elle était à ce moment-là la secrétaire générale de la CFDT et Jean-Claude Mailly qui deviendra quelques années plus tard le secrétaire général de Force ouvrière. Le souvenir que j'en garde, c'est que ça a été une mobilisation essentiellement orientée vers l'idée qu'il fallait faire évoluer les régimes spéciaux et mettre une commission au travail pour en définir les modalités, que cette mesure qui n'avait rien à voir avec la forme de la Sécu, qui était l'objectif de Juppé, a mis le feu aux poudres au niveau des cheminots principalement, et ensuite des manifestations et également une participation de la société civile importante. On a parlé de grève par procuration.
quand un gouvernement, quel qu'il soit, décide sans discuter, sans concertation, sans rien, il provoque en général un mouvement, et que même si, c'est pas qu'en 95, et même si les syndicats ne gagnent pas ce mouvement, il y a un effet boomerang toujours systématiquement. Et là, quand il y a eu le mouvement de 95, l'effet boomerang, il est politique en général. L'effet boomerang, il se situe quand Jules Jospin est Premier ministre. Il y a un changement d'orientation politique à ce moment-là. Et vous pouvez regarder, notamment sur les conflits sur les retraites, il y a toujours un effet boomerang de ce type. Et aujourd'hui, on n'y échappe pas non plus d'une certaine manière. Alors ça, c'est un premier élément de 95. Deuxième élément de 95, ça a été généré par un effet surprise au début. La plupart des organisations ne s'y attendaient pas. Moi, je me souviens que nous avions eu un contact 1 ou 2 jours avant l'annonce du plan par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, avec le conseiller social du Premier ministre à l'époque, qui ne nous avait rien dit. Voilà, après 95, il y aura aussi les grandes manifestations de 2003 ou plus récemment celles que l'on a connues en 2023. Bruno Vallat, les réformes des retraites, ce sont les réformes qui suscitent vraiment beaucoup d'émotions, le plus d'émotions, je dirais, dans l'opinion publique. Oui, tout à fait. Pour les raisons qu'on a déjà assez longuement évoquées, les Français sont très attachés à leur retraite et au seuil symbolique des 60 ans. Ceci dit, comme c'est très bien expliqué dans les témoignages que nous venons d'entendre, toutes les réformes n'ont pas le même pouvoir de mobilisation. Ça dépend de la conjoncture, de la nature des mesures envisagées et aussi de la capacité des gouvernements à bâtir des consensus plus ou moins larges pour faire accepter les changements, notamment avec les syndicats. Ainsi, par exemple, la réforme de 1995, que c'est très bien dit par Jean-Claude Mailly, a été préparée dans le secret des cabinets ministériels. Et en plus, elle attendait s'attaquer aux régimes spéciaux, notamment des cheminots, une profession très combative et très organisée. Ce qui a provoqué une vaste mobilisation qui a conduit le gouvernement d'Alain Juppé à reculer et même à capituler. A contrario, la réforme Balladur de 93 ou même la réforme Fillon de 2003 n'ont provoqué par comparaison que peu de protestations, parce que des accords avaient été passés au préalable avec notamment la CFDT, moyennant des concessions sur certains aspects. C'est un petit peu un donnant-donnant. Donc en 93, on a développé le minimum vieillesse. En 2003, on a développé le système dit des carrières longues qui permettait à certaines professions, à certains cotisants, de partir malgré tout dans des conditions favorables parce qu'ils avaient commencé à travailler jeunes. Donc quand on arrive à faire une sorte de deal, on peut, sous certaines conditions, faire passer des réformes plus ou moins impopulaires et plus ou moins difficiles à accepter. Alors justement, pour rebondir sur la réforme Fillon que vous évoquiez, Philippe Soubirous, c'est une réforme qui va marquer une nouvelle étape importante pour Préfonds. Ah oui, totalement, parce que, comme le disait Bruno Vallat tout à l'heure, est apparu lors de la réforme Fillon, en termes de contrepartie à l'allongement de la durée de cotisation des fonctionnaires, de 37 ans et demi à 40 ans, la mise en place d'un régime étrange, puisqu'il est difficile à classer dans la taxonomie de ce que peut être un régime de retraite. Un régime qui n'est pas un régime complémentaire, qui n'est sûrement pas un régime supplémentaire parce qu'il est obligatoire, mais un régime dit additionnel, ou une retraite dite additionnelle. Et je pense que le terme est juste parce qu'il traite non pas de la totalité de la rémunération des fonctionnaires pour lui apporter un plus comme une complémentaire, mais se saisir d'une part de cette rémunération, les primes, qui ne rentrent pas ou ne rentraient pas en compte dans le calcul de la retraite, et créer un régime par capitalisation, tiens, la revoilà, une capitalisation obligatoire, ouverte aux fonctionnaires sur une part de leurs primes. Mais pour la Préfonds, ça n'a pas été le drame qu'on aurait pu croire, puisque ce régime produit finalement très très peu de taux de remplacement et a laissé aux affiliés de la Préfonds de cette époque et au futur toute la pertinence de l'adhésion à notre régime. Il y a une autre date clé dans l'histoire des réformes, 2010. Éric Woerth, le ministre du Travail, touche au totem de la retraite, l'âge légal de départ qui est alors à 60 ans. Nous avons pensé que 62 ans était, au fond, l'âge le plus efficace, à la fois socialement et à la fois économiquement. Bruno Vallat, on s'attaque là à une revendication importante dans l'histoire ouvrière et sociale. Comment cette réforme est-elle accueillie ? Pas très bien, pas très bien. On l'imagine. Le seuil de 60 ans est un seuil symbolique auquel les Français sont très attachés. C'est pour cette raison que les réformes précédentes
notamment donc la réforme Balladur de 93 et la réforme Fillon de 2003, avaient cherché plutôt à actionner un autre des leviers à disposition, à savoir la durée de cotisation, en prévoyant un passage progressif de 37,5 années à 40 et puis même à 41 ans à partir de 2012 pour bénéficier du taux plein. Alors, c'était censé compenser l'allongement de la durée de la vie et qui, en quelque sorte, limitait l'impact d'une réforme en termes de durée de retraite. Et d'autre part, beaucoup de travailleurs manuels qui avaient commencé à travailler jeunes pouvaient espérer réunir malgré tout leur trimestre avant 60 ans. Donc, pour que la réforme produise des économies réelles, il fallait en quelque sorte forcer les Français à partir plus tard, même dans le cas où ils auraient eu la durée de cotisation requise. D'où la décision finale de reporter finalement l'âge du départ légal. Alors là encore, pour compenser un petit peu, on a créé le dispositif pénibilité, qui permettait, là encore, sous certaines conditions, de continuer à partir à 60 ans dans certains cas. Mais ça n'a pas suffi, bien sûr, hein, et la réforme a été très mal reçue, ce qui a provoqué plusieurs mois de protestation entre mars et novembre 2010. On peut dire que cette année-là, la France a vécu un petit peu au rythme des grèves contre la réforme, avec un point d'orgue à la rentrée, avec au mois d'octobre, à plusieurs reprises, plus d'1 million de personnes dans les rues pour protester. Et de ce point de vue, la réforme de 2023, celle que nous venons de connaître, là, qui a prévu un nouveau recul à 64 ans cette fois, a rejoué en quelque sorte le scénario. On a eu une année 2023 assez agitée. Et puis on voit aujourd'hui, avec la promesse faite récemment par François Bayrou de rediscuter de cette réforme sous la pression d'une partie des forces politiques, on voit que la pilule, si je puis dire, n'est toujours pas passée pour beaucoup de Français. La France va en effet connaître 30 ans de réforme avec, selon Jean-Claude Mailly, toujours le même problème. Écoutez. Le problème de la retraite, enfin l'un des problèmes, je ne parle pas du fond mais de la forme, ça veut dire que tous les 5 ans, grosso modo, depuis 93, 4-5 ans, il y a une réforme des retraites. Et cette réforme, toujours organisée pour des raisons financières, est donc conduite à des restrictions de droits. Ce qui fait que le mot retraite est devenu anxiogène aujourd'hui. Quand un gouvernement parle de la retraite, qu'est-ce qu'il va encore faire? Il n'y a pas échappé, notamment en 2023. Et c'était le cas également en 2010, où la mobilisation n'a pas conduit à une victoire, c'est clair. Mais regardez, après 2010, il y a eu 2012 et un changement, le président sortant a perdu. Voilà, le mot retraite est devenu anxiogène, disait Jean-Claude Mailly, de la réforme Balladur à la réforme Macron, en passant par les réformes Fillon, Woerth, Touraine. Bruno Vallat, quel bilan peut-on faire de toutes ces réformes? Alors, c'est pas facile, hein? Non. On ne va pas rentrer dans le détail. Non. Alors, pour vous répondre, je vais mobiliser une étude qui a été faite par Didier Blanchet, qui est un éminent spécialiste de la question des retraites. Une étude d'ailleurs que je vais faire un petit peu de promotion, qui est disponible dans la revue d'histoire de la protection sociale, dans le numéro 13, pour les curieux qui voudraient en savoir un petit peu plus, qui est disponible donc sur le portail Kern. Didier Blanchet montre qu'en fait, depuis en gros le début des années 90, les efforts qui ont été faits à travers les retraites successives ont permis de diviser à peu près par 3 l'effort supplémentaire qu'il aurait fallu réaliser de manière en termes financiers si les conditions étaient restées inchangées. En gros, sans réforme, il aurait fallu augmenter le poids des retraites à peu près de 9 points de PIB. Or, grâce aux réformes, on a dû l'augmenter que de 3 points à peu près. Alors, comment ce résultat a-t-il été obtenu? À part égale, en gros, d'une part, donc par l'allongement de la durée de cotisation et le recul de l'âge de départ, qui pèse sur les actifs, et d'autre part, par un mécanisme dont on parle beaucoup moins, mais qui fait un effet tout aussi important et beaucoup plus indolore, qui est la désindexation des pensions de retraite. Ça a été décidé en 1993 par la loi Balladur. Jusque-là, les pensions de retraite étaient indexées sur les salaires, donc les retraites bénéficiaient de la croissance et suivaient à peu près le niveau de vie des actifs. Depuis cette date, elles ne sont plus indexées que sur l'inflation. Ça veut dire que leur pouvoir d'achat est garanti, mais ça veut dire aussi qu'à partir du moment où la retraite est liquidée, le pouvoir d'achat ne bouge plus. Il ne peut plus augmenter. En tout cas, pas par le biais de la pension. Donc oui, ces 2 outils ont permis, à part égale, de diviser par 3 l'effort supplémentaire qu'il a fallu consentir. Il est quand même réel. Puisqu'aujourd'hui, malgré ces réformes, les retraites pèsent à peu près en France 14% du PIB, ce qui en fait un des pays les plus généreux en la matière. Et la vraie donnée, elle est là. 14% du PIB, beaucoup plus que dans le montant des déficits dont on parle souvent,
mais qui dépendent en fait largement des conventions comptables utilisées pour les calculer. Je vous ai posé une question difficile sur le bilan. Je vais vous en poser une tout aussi difficile sur l'avenir, peut-être encore plus difficile, Bruno Vallat. Quels sont les principaux défis à venir pour le système de retraite ? Alors, parler de l'avenir pour un historien, c'est un peu contre nature, mais puisque vous insistez, je veux bien m'y risquer, en partant simplement des choses qui me paraissent incontournables. Bon, déjà, ce qu'on sait, c'est que le vieillissement va se poursuivre. Et d'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose en soi, dans la mesure où il repose essentiellement sur l'allongement de l'espérance de vie. Ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est qu'il y a une part de ce vieillissement qui vient de la baisse de la fécondité, qui a connu un nouveau palier là récemment, et qui, si elle se poursuit, pourrait entraîner un vieillissement plus fort encore que celui qui est prévu. Bon, ça c'est un premier point. Parallèlement, les Français souhaitent majoritairement une réduction assez forte de l'immigration. Enfin, la tendance récente des gains de productivité, qui permettent de dégager des ressources nouvelles à durée de travail constante, n'est pas non plus favorable. Donc dans tous les cas de figure, il faudrait une inflexion assez massive pour que les effets soient suffisants. Alors, du coup, pour en sortir, qu'est-ce qu'il nous reste comme option ? La gauche évoque des impôts nouveaux. Bon, le problème, c'est que ces impôts sont déjà très élevés. Et d'autre part, il existe des besoins importants pour financer l'adaptation au changement climatique, depuis la guerre en Ukraine, la défense nationale, sans parler des autres chantiers qui sont nombreux. Donc, il faudrait trouver ailleurs, sans doute, des sources d'économies substantielles. Ça, c'est pour la gauche. La droite, elle, soutenue par certains experts, rêve de capitalisation. Libre, obligatoire, mais supposée plus ou moins indolore et offrir un meilleur rendement. Pourtant, des retraites plus longues, des actifs moins nombreux, imposent des prélèvements accrus, quelle que soit la technique retenue. Capitalisation ou répartition. Donc je pense qu'il n'y a pas de miracle à attendre de ce côté-là. Donc dans ces conditions, je ne vois pas comment on pourrait éviter de nouvelles réformes entre guillemets restrictives. Un allongement de la durée du travail, quelle que soit la forme qu'elle pourra prendre, la durée requise de cotisation ou l'âge légal de départ, me paraît le plus probable si on veut éviter une baisse marquée des pensions. Par ailleurs, malgré les progrès depuis quelques années, la France continue d'avoir un taux d'emploi qui est relativement faible au sein de l'OCDE. Donc créer des emplois, ramener une partie de la population qui en est éloignée vers l'emploi, ça permettrait aussi de dégager des ressources nouvelles pour les retraites et pour d'autres besoins, tout en redonnant de la dignité aux personnes concernées. Mais évidemment, ce n'est pas aisé. Donc, il y a clairement un risque aujourd'hui de plus pouvoir financer notre État-providence si ces adaptations ne sont pas consenties. Nous arrivons au terme de cette série de 4 podcasts sur l'histoire de la retraite en France. Nous sommes remontés aux origines jusqu'à aujourd'hui. Grâce à vous, Bruno Vallat, Philippe Soubirous, je vais vous laisser le soin de conclure cette série de 4 épisodes. Conclure, ça va être difficile de dire quelques mots et impressions, sans doute. D'abord, je tiens à remercier Bruno Vallat pour la clarté et la pertinence de ses propos. Et la Préfond espère, en tout état de cause, que ces 4 épisodes auront dressé un panorama synthétique et intelligible d'une part importante de notre histoire sociale. L'histoire de la retraite nous montre la recherche permanente d'une réconciliation entre les besoins et les moyens. J'en retiens un fait essentiellement sociologique, voire sociétal. La question qu'on pourrait se poser, c'est celle des objectifs que l'on assigne à un système de retraite. Vous l'avez dit, beaucoup de réformes sont intervenues sous des prétextes et raisons plus ou moins valables qui avaient une dimension comptable. Mais l'objectif social est l'objectif premier. Vous l'avez évoqué au gré de cette histoire. À chaque période, sa question par rapport à ces vieux travailleurs, à ceux qui allaient connaître une société de loisirs, une troisième vie, etc. Ce point de départ doit être posé avant toute discussion. Après vient le débat sur les efforts. Les efforts peuvent être multiples. Est-ce qu'on est dans un système collectif, un système individuel, avec de l'obligatoire, du facultatif? Est-ce qu'on finance par le travail? Est-ce qu'on finance par les impôts? Est-ce qu'on décide de modalités d'acquisition des droits fixes, variables?
à propos de l'âge de départ, la manière dont on indexe les retraites. Donc jusqu'où on va remplacer le revenu? Ça, c'est une question. C'est aussi un système qui est un système de solidarité. Qu'est-ce qu'on inclut dans un système de retraite? Est-ce qu'on a inclus des dimensions familiales ou non? Le conjoint survivant, les enfants, le handicap. Est-ce que ça relève de la retraite? Est-ce que ça relève de la solidarité sociale? Quel est le niveau de pension qu'on souhaite? Est-ce que les personnes doivent économiser individuellement tout le long de leur vie, acquérir leur logement, ou faire confiance à un système social qui s'applique à toute une société selon le principe, ça a été dit après la guerre de 14, de fraternité. Donc toutes ces questions autour de la retraite nous taraudent aujourd'hui. Mais ce qu'il faut à un moment donné, c'est poser le débat, non seulement en termes d'efforts, je le répète bien, mais en termes d'objectifs. Ça paraît être l'essentiel. Et puis, surtout, la manière dont les individus vont se positionner et intègrent, mais ça vaut pour tout système de sécurité sociale, intègrent leur part d'effort, la part d'effort des autres, celle de la société. Parce que c'est un système qui est un système collectif, d'autant plus quand il est par répartition. Merci beaucoup Philippe Soubirous, président de Préfonds. Un grand merci Bruno Vallat de nous avoir accompagnés sur cette série de podcasts et de nous avoir aidés à comprendre les fondements d'un système qui peut paraître parfois complexe. Je rappelle que vous êtes historien, agrégé, maître de conférences d'histoire contemporaine à l'Institut national universitaire Champollion à Albi et secrétaire de la rédaction de la revue d'histoire de la protection sociale, une revue d'histoire disponible sur le portail des sciences sociales Cairn. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le podcast au plus près de vos préoccupations.